Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique. Et deux invités m'ont rejoint à nouveau. André Hinda, politologue, philosophe. Merci de m'avoir rejoint pour cette troisième partie. Karine Oriol, merci également de m'avoir rejoint. Et Paul Eutin est resté également avec moi. Dans quelle proportion la crise anglophone impacte-t-elle la vie politique camerounaise? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce reportage à nouveau signé Viviane Baoken, une de nos correspondantes au Cameroun. Derrière les revendications d'ordre corporatrice posées par les avocats, les magistrats et les enseignants d'expression anglaise au Cameroun, l'on a vu apparaître une tentative de récupération politique. Cela a été symbolisé par des appels aux villes mortes, le boycott des enseignements dans les établissements scolaires et la fermeture de certains marchés. Pour certains hommes politiques, le Cameroun est un pays stable. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Je ne considère pas que ce que nous avons vécu soit réellement des choses qui aient troublé la vie politique. Au contraire, cela montre aux yeux du monde, le monde entier, que le Cameroun est un pays vivace, un pays vivant. Il y a des gens, parfois, quand nous restons 2 ans sans problème, disent « Est-ce que le Cameroun dort ?» Pourquoi il n'y a jamais de problème chez vous? En déclarant dans son discours à la nation le 31 décembre 2017 que le Cameroun est un et indivisible, le chef de l'État, Paul Biya, rejetait sans appel les velléités fédéralistes ou sécessionnistes. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme mise en place devra désormais veiller au vivre ensemble des Camerounais. Ah, certainement qu'elle a été un peu secouée, puisque la mise en place même de cette commission est déjà une réaction et une réponse à ce qui est en train de se passer dans le pays. Et nous nous sentons hautement honorés de devoir faire partie de cette première équipe qui pourra servir de médiateur, comme l'a si bien annoncé le Premier ministre, dans le cas des situations du genre. Les opinions restent divisées au sein de certains partis politiques. Au Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition, une fraction est pour le fédéralisme et une autre exige l'application des lois sur la décentralisation prévues par la Constitution de 1996. Karine Oriol, le sénateur Tchongui, a le sens de l'humour, on l'a entendu dans l'élément, il dit finalement, c'est une querelle de famille, ce qui se passe, la crise anglophone au Cameroun. Ce n'est pas une crise aussi grave que cela, vous partagez cette lecture qu'il a de la crise qu'a connue votre pays ces dernières semaines. Alors c'est très marrant parce que le sujet s'est intitulé donc, cette crise anglophone sur la vie, les répercussions sur la vie politique. C'est ça. Au début, ils ont fait la sourde oreille. C'est une revendication sociale qui a lieu d'exister. Après, on a parlé d'abord de la corporation. C'est une revendication sociale. Il y a des revendications sociales qu'il faut entendre. Ça fait partie de la vie de la cité. Maintenant, quand en Afrique, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux qu'une question soit taboue, comme ça on ne l'aborde pas, et puis elle va être résolue toute seule. Vous pensez que la crise a impacté, ou du moins impacte la vie politique camerounaise? Et dans quelle proportion, dites-nous? Mais complètement. Elle pose la question, est-ce qu'on a un projet social? On parle, là on se bat pour des langues léguées par les colons finalement. Le français c'est quoi? L'anglais c'est quoi? On a des langues vernaculaires. La place de ces langues-là aussi doit être posée. C'est un débat public qui a lieu d'être. Il faut un dialogue national autour de notre projet finalement, de nos identités. On a des ethnies, on a tout ça, mais ça soulève un vrai problème. Ça fait longtemps que les acteurs anglophones donc, de cette crise réclament ce dialogue national. Monsieur Hinda, c'est une demande qui doit être prioritaire pour le gouvernement camerounais, convoquer un dialogue national pour résoudre la question anglophone? Écoutez, moi je crois qu'il faut savoir une chose simple. En même temps qui est fondamental. On ne joue pas le destin d'un État au dé. Vous comprenez? Il faut être extrêmement sérieux quand on commence à toucher au fondement d'un État. C'est une question extrêmement délicate et je crois qu'il faut être sérieux par rapport à ça. Moi, je crois qu'il y a effectivement des revendications d'ordre socio-économique qui, pour certaines, sont tout à fait légitimes et il y a des solutions qui ont commencé à être mises en place pour y répondre. Et ces solutions, il faut d'abord commencer par les expérimenter, les évaluer et, le cas échéant, revenir sur les résultats. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me semble tout à fait fondamentale aussi, c'est bien de se dire que, en réalité, les questions qui concernent les revendications anglophones ne sont pas seulement d'ordre linguistique. Hein. C'est cela. Derrière la langue, qu'est-ce qui est en jeu?
il y a des questions de droit, il y a des questions de société, il y a des questions économiques, il y a des questions de valeurs, il y a des questions même de vivre ensemble de manière plus large. Et donc, c'est une problématique qui concerne la totalité du fonctionnement d'une société. Et donc, on ne peut pas remettre ça comme ça sur la table en se disant, on va invoquer cette question, on va la régler, puis on va passer à autre chose. Mais qu'est-ce que ça remet en cause fondamentalement ? Je ne crois pas que ça remette en cause quelque chose de fondamental. D'accord. Je pense que c'est plutôt simplement une articulation de l'État qui n'a pas été tout à fait aboutie, qu'il faut accompagner pour que ce soit plus abouti. C'est la question de la décentralisation qu'il faut renforcer, qu'il faut... Avec transfert des compétences et des moyens. Même avant de renforcer, il faut faire, parce qu'on ne l'a pas fait, la décentralisation. Et en aucune manière, ça ne peut remettre en question la forme même de l'État. Voilà. Paul Etienne. Oui. Il y a un besoin chez les administrés anglophones d'avoir plus proche de l'État. Il y a un besoin de présence d'État, de services publics. Contrairement à ce que dit André, c'est tout le régime qu'il faut remettre en cause. J'ai entendu tout à l'heure le mot stabilité. Ça me fait rigoler. Mais c'est moi qui l'ai prononcé. Oui, vous pensez que dans l'Afrique d'aujourd'hui, votre pays, le Cameroun, n'est pas un pays stable ? À quel prix? J'ai entendu quand on était plus jeune, on disait ça dans les autres années. Mais à quel prix? Toute dictature est stable, bien sûr. Puisque les gens sont écrasés, ils ne peuvent pas sortir. La preuve, dès qu'il y a un mot, dès que quelqu'un pose, même pour la première fois, une revendication qui n'est pas criminelle en soi, on l'envoie au tribunal militaire, on le confond avec Boko Haram. Si le pays était fonctionné normalement avec débat d'opinion, d'expression libre, permanente, le problème ne serait pas posé. Je veux dire, si les gens, ils n'ont pas pris, les armes, pourquoi on les juge par le tribunal militaire? Y a-t-il personne? En réponse à ce que dit Paul Etienne, une demande de plus d'espace de liberté. Mais bien sûr, c'est ça qui fait fonctionner durant l'État. Monsieur Etienne, moi je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense quand même qu'au Cameroun, c'est le débat. On peut s'exprimer. On est d'accord. On a quand même, on a qu'à voir dans le domaine des médias, le nombre de médias qui existent. On peut s'exprimer. Il y a une floraison de médias chez vous au Cameroun. Le problème cette fois-ci, c'est qu'il y a une coupure d'Internet et que cette coupure d'Internet pose 3 mois ça a duré. La question. Mais il y a la manipulation, il y a l'instrumentalisation. Il faut le signaler. Je ne suis pas pour ces coupures d'Internet. Je suis d'accord avec vous. Mais dire tout de suite qu'on tombe dans une dictature, il y a des problèmes qui ne vont pas. On a un pays qui est corrompu, qui n'est pas très bien classé. On a énormément de difficultés. Mais de là à dire qu'on est forcément opprimé, etc., je pense qu'il ne faut pas exagérer. Oui, M. Hinda. Oui, juste un mot. Il faut dire que... Quelle doit être la matérialisation, effectivement, de cette décentralisation que vous évoquez aujourd'hui et à quelle échéance ça doit se faire aujourd'hui pour calmer les ardeurs de vos compatriotes? Je pense qu'on a une architecture qui est là. Il y a des lois qui ont été élaborées et mises en place. La loi camerounaise sur la décentralisation. Il faut la mettre en œuvre, ça c'est une chose. Et la mettre effectivement en œuvre, ça c'est une première chose. La deuxième chose qui est vraie, et je pense que sur ce point, M. Paul Etienne a peut-être raison, c'est de dire que peut-être qu'il y a eu, je dirais, un excès dans la façon dont l'État a déployé ses moyens. Donc, je dirais qu'il y a un problème de disproportion qui est tout à fait avéré. Mais ça, c'est une autre chose. La troisième chose qui me semble fondamentale, c'est de dire que dans la batterie des mesures que l'État a mis en place. Il faut tenir peut-être compte aussi de la dimension sécuritaire de la question. Aujourd'hui, vous luttez contre Boko Haram. Vous êtes dans un contexte, Paul Etienne, le contexte social et sécuritaire aujourd'hui au Cameroun est difficile. L'État n'a peut-être pas les moyens de se permettre une crise parallèle. De comparer ceux qui ont posé les problèmes à Bamenda et à Boya au Boko Haram qui égorge au nord. C'est ça. Tout le monde, même un enfant de 6 ans, voit la différence. Voilà. Envoyer les mêmes militaires à Boya et à Garoua, c'est disproportionné. Ça veut dire que le régime a peur quelque part. Ça veut dire que le président qui est en place maintenant nous l'a dit en 82. Vous n'étiez peut-être pas nés, les enfants. On n'a plus besoin de marquis pour exprimer son opinion. Malheureusement, ça va durer 1 an. Et le coup d'État de 84 tentatives a été un prétexte pour revenir à jamais. Il s'est passé des choses quand même. Oui, mais ça non. Quand on est démocrate, bien sûr. On privilégie toujours le droit, la liberté, bien sûr. par rapport à d'autres avatars. Mais vous ne pouvez pas me dire, après tout, me dire que c'est le cas dans ce pays-là. Non. Non, alors là, on n'est pas d'accord.
Là, on n'est juste pas d'accord, c'est qu'effectivement, ils ont déployé des moyens de sécurité pour ce qu'ils considèrent comme des attaques terroristes, alors qu'on a beaucoup à raconter. On est en droit de se poser cette question-là. Monsieur Hinda, évidemment, en tenant compte de ce contexte que je viens d'évoquer, dites-nous quelle doit être la matérialisation de la décentralisation telle qu'elle est contenue dans la loi sur la décentralisation. Vous insistez beaucoup sur la décentralisation. Oui, puisque c'est la solution. Non, je l'une des solutions prioritaires. Non, je pense que c'est une articulation, mais ce n'est pas la seule. Je dirais même que ce n'est pas la plus déterminante. D'accord, dites-nous. Au fond de la crise, on vous a dit qu'il y a un sentiment de marginalisation. Ben, il faut répondre à ce sentiment. Et comment on répond à ce sentiment? Il y a toute une série, si vous voulez, d'actes à la fois symboliques, mais en même temps aussi techniques qu'il faut poser. Au niveau symbolique, quand on arrête les gens qui manifestent, la première chose, je pense qu'il faut faire, c'est tout de suite, maintenant, prononcer une amnistie générale, de façon à ce qu'on libère toutes les personnes qui sont en prison et qui ont été emprisonnées au nom simplement du fait qu'ils avaient revendiqué. C'est symbolique, mais c'est fondamental et c'est très fort. C'est une première chose. Au niveau technique, puisque ici, il faut aller très vite. Ah si, c'est vrai, allez-y très rapidement. Au niveau technique, je pense que la commission qui a été mise en place, c'est un bel outil. Vous comprenez ? Je peux peut-être regretter le fait qu'elle ne soit pas suffisamment inclusive. Je pense qu'on aurait dû inclure un peu plus des acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs du régime. Ça aurait pu être plus intéressant et plus équilibré. Mais le plus important dans cette commission-là, en fait, à mon avis, c'est d'en faire un instrument qui va préparer quelque chose de beaucoup plus fort, qui pourrait être de l'ordre des états généraux de la question anglophone. Parce que derrière la question anglophone, il y a la question, en fait... Le malaise général il y a la question de la façon dont l'État gère sa diversité culturelle. La diversité culturelle. Et la diversité culturelle n'est pas seulement d'ordre linguistique. Hein. Elle est à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Et c'est cette question qu'il faut sérieusement poser en termes de réflexion collective. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui une sorte d'état généraux pour aborder cette problématique-là? Alors, vous parlez du caractère non inclusif de cette commission. Et sachez quand même que c'est une commission composée d'éminentes personnalités camerounaises. Elle est présidée par l'ex-chef du gouvernement, M. Peter Mafani Moussongue, qui est sénateur originaire du Sud-Ouest. Son adjoint, une autre personnalité, et pas des moindres, M. Oumarou Dika Saïdou, et 13 autres membres, dont 4 femmes et 3 anciens ministres, monsieur. Je vais préciser tout de suite. C'est une commission qui est sérieuse, qu'il faut prendre au sérieux. C'est la raison pour laquelle on a désigné un ancien Premier ministre qui est quelqu'un de sérieux. Donc, je ne doute pas du sérieux. Je dis simplement qu'on aurait pu être plus inclusif. Voilà. Moi, je peux rajouter un truc quand même. Parce que là, M. Hinda fait la langue de bois. Je ne vois pas en quoi une revendication sociale comme celle-là doit être forcément composée d'une commission d'anciens membres du gouvernement. Où est la société civile là-dedans? Je suis désolée, ils politisent. C'est ce que j'ai dit. Non, mais oui, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de vos propos. Ce que je trouve dommage, c'est que forcément, tout reste politique. C'est complètement dommage. Mais la question, elle n'est pas politique. Non, mais elle n'est pas d'abord politique. Elle est sociétale. Elle est sociétale. Là, ce dont on a besoin, c'est de la proximité. Quand il y a eu le début, justement, de cette grogne, on nous a dit pourquoi Paul Biya n'a jamais fait un discours en anglais. C'était une des questions essentielles. Mais effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le problème anglophone. Demain, on va poser la question. Il y a le problème Bamileke aussi. Demain, on nous dira, on ne nous a pas réconciliés avec notre histoire. Donc, je suis désolée, il faut un vrai dialogue, il faut une vraie proximité avec la population. Du point de vue pratique, dites-nous, M. Hinda, qu'est-ce qui a fait que tout Camerounais n'est pas bilingue, tout simplement? Alors, contrairement à ce que vous pensez, à ce que vous venez de dire, moi j'appartiens à une génération où on étudiait en langue française et en langue anglaise, très tôt, dès l'école primaire. Moi j'ai commencé l'anglais à l'école primaire. Où est-ce qu'il y a eu la cassure? Non, le problème, à mon humble avis, c'est qu'on s'est installé dans une sorte de confort qui est tout à fait naturel. Et quand on voit la vie des nations de par le monde, quand on a une majorité et qu'elle commence à s'articuler, à se déployer, on s'installe dans un confort qui est tel qu'on fait plus suffisamment attention à ce qu'on peut faire au niveau des minorités. Et donc, le fait qu'il y ait des réactions minoritaires aussi tranchées, finalement, qui se radicalisent, c'est tout à fait normal dans la vie d'une nation. Juste d'un mot. Tout à l'heure, on a cité le Canada. Vous savez, au Canada,
la majorité est anglophone. Les francophones, à l'inverse du Cameroun, sont minoritaires, mais ils ont développé une détermination et une volonté qui est telle qu'aujourd'hui, même dans les universités, grâce à la démocratie, on a des études minoritaires. Grâce à la démocratie, André. Oui, tout à fait. On a vu... Quand ça ne peut pas fonctionner au Canada. Très rapidement, on a vu effectivement pendant les manifestations des anglophones dire on nous envoie des francophones nous enseigner l'anglais. Pourquoi ça doit être un problème, puisque le fonctionnaire camerounais doit pouvoir être déployé partout sur l'étendue du territoire camerounais. Pourquoi est-ce que c'est un problème qu'un francophone enseigne l'anglais en zone... un problème si l'inverse, si ce que Dieu se faisait dans les deux sens, mais pas tout à fait. Et ils ont été victimes d'un mépris, j'allais dire à la française, un peu... Vous voulez, on vous donne l'argent et vous vous taisez comme ça. Merci, Paul. Je suis d'accord avec eux sur leur revendication, mais c'est la solution de fédéralisme. Merci, pour lesquels Paul. je suis pas d'accord parce que c'est très rapidement, Madame Orio, votre mot de la fin. Je m'impose la galanterie de vous donner le dernier mot. Merci. J'espère que cette crise dite anglophone va nous permettre aussi de nous interroger sur nos propres langues, sur la survie de nos propres langues vernaculaires, et que dans 20 ans, on ne parlera plus d'un problème anglophone, mais plutôt du Cameroun avec ses langues. Merci à vous trois. Alors, quelques chiffres sur le Cameroun pour finir ce débat. Le Cameroun, ce sont 24 413 000 habitants. Le chiffre est de 2017. Le Cameroun, c'est 5,3% de taux de croissance. Il n'y a pas encore de crise de trésorerie au Cameroun et il n'y en aura pas, rassurent donc les autorités. Le Cameroun, ce sont quelques 320 000 nouveaux emplois créés en 2016, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Le Cameroun, c'est aussi pour l'année 2017 un budget de 4 378 milliards de francs CFA. Où est-ce que ça passe cet argent? Enfin, le Cameroun, c'est l'objectif de devenir un pays émergent d'ici 2035. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci.